Thomas Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu en France en tant que metteur en scène dramatique, et pas seulement en France, en Russie aussi d'ailleurs, à présent, depuis votre mise en scène au Centre Gogol. Et ça, c'est votre début à l'Opéra de Paris. Mais vous avez choisi un opéra rare, Héliogabale, qui certainement a un petit air de famille avec les monstres sacrés de Shakespeare que vous avez mis en scène avant. Vous avez raison. Héliogabale, encore une fois, c'est une histoire d'empereur cette fois. Pas un roi, un empereur, mégalomaniaque, décadent, violent, libidineux, qui va essayer de convoiter les femmes, une femme en particulier, en mettant en place des stratagèmes absolument horribles, mais on est un peu entre un Caligula, si vous voulez, et un Don Juan. Donc effectivement, encore une fois, c'est une figure de monstre politique qui n'est pas sans rappeler, c'est vrai, les Richard III ou les Henri VI. Mais par contre, je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire qu'on me l'a proposé. C'est Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris, qui m'a appelé un jour pour me proposer cet opéra. Et évidemment, parce que c'était un nouveau type de monstre politique, eh bien, je m'en suis tout de suite régalé. Donc l'opéra a été écrit par Francesco Cavalli en 1667 pour les fêtes vénitiennes. En fait, vous êtes connu pour l'exubérance, un côté baroque de mise en scène. Et donc, la première chose qui frappe dans votre spectacle à l'opéra, c'est une certaine rigueur et une certaine sagesse de la mise en scène. Au fait, on s'est dit, tout est mis au service de la musique et des chanteurs. Alors, effectivement, cette musique, à l'origine, cet opéra n'a pas été joué du vivant de Cavalli, mais ce type d'opéra, ce qu'on appelle des drama per musica, qui était effectivement un genre de théâtre vénitien, était joué avec 5 musiciens, donc quelque chose de très très proche, une petite scène, un petit ensemble musical. Et donc effectivement, c'est une musique qui nécessite la proximité avec l'orchestre et la proximité avec le public. Et donc, comme c'est très théâtral, quelque chose d'assez ramassé en termes d'espace. Par contre, sur la question baroque, en fait, ce qu'il fallait, je crois, équilibrer dans le spectacle, c'est que tous les actes sont construits de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une succession de personnages au début de chaque acte, jusqu'à à peu près les 3/4 de l'acte, qui ne cesse de comploter, Héliogabale complote pour essayer de ravir une femme, et puis cette femme, étant au courant, va essayer de déjouer son piège, etc. Et à la fin de chaque acte, il y a là un grand tableau baroque. À la fin de l'acte 1, le Sénat des femmes, à la fin de l'acte 2, le banquet dans lequel il essaie d'empoisonner cette fameuse Genira, et enfin la fin du 3e acte, les jeux du cirque. Donc il fallait garder, entre guillemets, la mise en scène, les effets, la surcharge, le côté baroque, c'est ce que j'ai voulu faire pour la fin de chaque acte. Donc oui, on pourrait croire que c'est sage. Moi je pense que c'est pas une question trop de sagesse, mais d'abord une question de remettre la mise en scène au service de la musique, des musiciens et des chanteurs notamment, et puis surtout de garder les effets de mise en scène pour des moments très précis qui sont les propres mises en scène d'Héliogabale dans l'histoire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le sujet de l'opéra, le sujet il est aussi très sage par rapport à une véritable histoire de cet empereur romain. Grâce à vous, je me suis plongée dans l'étude de l'histoire et j'ai vu quel personnage exubérant. Tandis que dans le livret de Cavalli, alors c'est plutôt des aventures galantes du 17e, et même toutes ces monstruosités. Au fait, c'est pas si monstrueux que ça, que c'est juste les mœurs du 17e, un petit empoisonnement, on aime une femme mariée, mais rien de catastrophique. Un petit empoisonnement, par rapport à ce qui a fait à la légende noire, comme vous le dites, la légende noire de l'empereur. C'est fascinante, la légende fascinante, et le personnage est fascinant parce que c'est pas par hasard que Artaud
a écrit un texte sur lui. Alors parlons un peu de ce côté... De ce côté duel, alors bon, effectivement Héliogabale, dans l'histoire, qui a régné au IIIe siècle après Jésus-Christ, il a régné 3 années, entre ses 14 et ses 17 ans, 3 années de règne absolument fastueux, bling-bling, exubérant, outrancier, décadent, violent, et tellement que le peuple, au bout de 3 ans, s'en est emparé, l'a démembré, a voulu le jeter dans les égouts, mais ça ne rentrait pas, donc ils l'ont jeté dans le Tibre, dans le fleuve à Rome. Une espèce de comète comme ça, un empereur qui est venu bouleverser la Rome très instituée à l'époque. Effectivement, Cavalli ne se saisit pas complètement de cette légende noire, alors qu'Antonin Artaud, effectivement, en a écrit des pages d'ailleurs sublimes dans son livre L'anarchiste Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Alors, nous, de notre côté, il a fallu être vigilant parce que, bien sûr qu'on aurait pu rajouter beaucoup de choses concernant la légende noire, mais alors nous n'aurions pas été dans ce que voulait Cavalli. Alors, c'est exactement comme Richard III. Richard III, Shakespeare en fait un monstre horrible, sanguinaire, mais la réalité c'est l'inverse, ce n'est pas du tout ça. Richard III, les historiens... Maintenant, d'ailleurs, on a retrouvé son squelette, il n'avait pas de bosse, il n'avait pas de bras atrophiés, etc. Donc c'est l'inverse. En fait, c'est la légende noire aussi. C'est ça, c'est-à-dire que Shakespeare... Inventée par ceux qui sont venus après lui. C'est ça. Shakespeare se saisit de la légende et l'utilise vraiment, alors que l'histoire, la réalité, n'était pas celle-ci. Là, la légende d'Héliogabale, Cavalli ne s'en saisit pas, même s'il la cite à des endroits. Donc nous, on a quand même essayé d'abord de respecter ce que voulait Cavalli. C'est une œuvre qui parle effectivement d'amour, de pièges, de choses très courtoises comme ça, enfin courtoises, plus ou moins courtoises. Après, il y a quand même ici et là quelques références à cette légende noire, à son exubérance, comme la piscine dorée, qui est une idée que nous avons rajoutée, où il se baigne dans l'or, et voilà. D'ailleurs, c'est très beau, c'est magnifique. C'était pour montrer un peu ce côté très bling-bling qu'il pouvait avoir. Il avait d'ailleurs, dans la légende, il était dit que Héliogabale avait construit une tour pour se suicider en cas de coup d'État, mais pavé d'or en bas pour se suicider dans l'or, au cas où, voilà. Bon, par exemple. Donc ce côté-là, très, très dans le faste, les pierres précieuses, etc. Très oriental. Il vient de Syrie. Mais de toute façon, c'est un empereur qui pour moi n'est pas un empereur aussi démoniaque que ça. Il est surtout en fait quelqu'un qui est autre, qui vient d'ailleurs. Dans un monde, dans une Rome qui est très très cadrée, très verrouillée. Et donc Héliogabale vient interroger la question des mœurs, la question de la religion, la question de la loi, la question du genre, la question de la sexualité. Il propose par exemple de faire entrer les femmes dans le Sénat, ce qui est au IIIe siècle après Jésus-Christ, hein, on en parle encore aujourd'hui, et de l'égal accès aux responsabilités entre hommes et femmes par exemple. Et bien lui il propose dès le IIIe siècle que les femmes entrent au Sénat, ce qui avait fait une espèce de tremblement de terre partout à Rome. Voilà, par exemple, venant d'ailleurs, il propose cette loi-là. Il se travestissait, ce qui était quand même un peu particulier pour l'empereur. Il était clairement bisexuel et organisait des orgies. Alors ça, par exemple, c'est assez joli de voir que dans le livret, à la fin du premier acte, il organise un jeu qu'on appelle en France le Colin-Baillard. On se bande les yeux pour essayer de deviner qui était en face de nous. Nous avons glissé ce petit jeu enfantin, un peu léger, un peu courtois, vers une chose plus sexuelle, plus fantasmatique, puisque clairement il y a une orgie lesbienne qui se passe dans le Sénat. C'est ça qui est raconté dans la légende. C'est pas ça que dit Cavalli complètement, il l'assagit, mais nous on essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, sans non plus dénaturer ce que voulait Cavalli. Ça a été toutes les subtilités de votre mise en scène. Voilà. Au fait, parce que comme vient de dire que vous avez mis tout au service des chanteurs, de la musique, qui sort parfaitement bien, et c'est un plaisir extraordinaire, la fête de tous les sens, mais la mise en scène, elle est quand même très élaborée. Et donc il y a 2 points, donc la scénographie, qui est très particulière, on va en parler, et les costumes. Commençons par les costumes, peut-être, qui est signé par un grand designer anglais, Gareth Pugh.
et qui se sont inspirés, j'imagine, des habits solennels des prêtres de syriens, parce qu'en fait, notre empereur, il est issu de la famille des grands prêtres du dieu soleil. Est-ce qu'on peut parler des costumes? Alors Gareth Pugh est un designer, un styliste anglais, effectivement, donc à mon âge, qui est pour moi j'ai une grande fascination pour son travail depuis plusieurs années. Et je lui ai avoué, donc je peux le dire maintenant, je lui ai avoué que sur Richard III et Henri VI, je m'étais pas mal inspiré avec la costumière d'Henri VI et Richard III de ses créations. Et quand l'opéra m'a dit avec qui veux-tu travailler pour les costumes, le premier mot, le rêve, c'était de travailler avec Gareth Pugh. Ils l'ont appelé, il a accepté. Il a accepté parce qu'il a été touché, je crois, par cette dimension, alors non seulement du soleil, du prêtre du soleil qu'est Eliogabal, mais aussi de la dimension chaotique du personnage. Il a beaucoup travaillé sur le chaos, et d'ailleurs c'est un symbole qu'il a repris sur beaucoup de costumes qu'on a repris aussi dans la scénographie. Et puis sur la question, vous avez raison, plus l'Orient, puisqu'il vient de Syrie. Et puis le côté très or, il a beaucoup travaillé à partir de la matière or. Il y a le disque, il y a la couronne qui ressemble à un disque, non? Exactement, cette orbe, cette aura, cet halo comme ça, typique des peintures aussi du XVIIe qui représentent les dieux, la religion. Donc plein d'inspirations qui ont donné ce qu'on voit aujourd'hui sur le plateau et qui effectivement donnent le faste, donnent l'exubérance. Et pour ça, puisque les costumes étaient très chargés, je me suis dit qu'il ne fallait pas en scénographie davantage en rajouter, parce qu'on serait tombé, je crois, dans quelque chose d'un peu trop pompeux, d'un peu trop peut-être redondant. Du coup, j'ai plutôt opté pour une scénographie, on va en parler, noire, qui fait ressortir les costumes, une scénographie qui mêle à la fois du matériel, une chose très très monolithique, puisqu'il est dit que, dans la légende, la fameuse, qu'Eliogabal avait une pierre de lune, une pierre qu'il pensait venir de la lune, une pierre noire, qu'il aurait fait venir à Rome entraînée par 4 chevaux à l'envers. C'est-à-dire que les chevaux étaient à reculons, et il avait amené cette pierre à Rome. Et donc, de là, avec le scénographe Thibaut Fac, on est parti sur une espèce de monolithe. Forme phallique, il avait cette pierre, non? Oui, en plus, elle avait une forme phallique, tout à fait. Il fallait la vénérer, etc. Donc, nous, on est parti sur le monolithe noir, dur, agressif, rempli, assez chargé, assez autoritaire finalement, qui représente aussi une forme une Rome très, très cadrée, très instituée, que nous avons compensé et agrémenté d'une scénographie lumineuse, qui est la recherche que poursuit Antoine Travers avec moi dans mes spectacles, avec des projecteurs automatiques, sans tomber dans un effet de pop ou de rock, comme ça a beaucoup été dit, mais au contraire, baroque, parce que moi je crois que ces projecteurs sont des outils baroques au sens où ils créent du mouvement, ils créent des contrastes, ils créent des lignes de perspective, issues aussi de la peinture baroque, du clair-obscur, de l'inconstance, et surtout, la lumière est, puisqu'il est le prêtre du soleil, la lumière, elle est l'outil d'Eliogabal. Alors vous faites référence aussi dans le programme à des installations lumineuses de Carlo Bernardini, qui est un artiste, un architecte italien très connu, qui fait des installations très particulières. Avec le procédé de lumière qu'il a inventé, on voit ça, cela veut dire que c'est la lumière qui crée les espaces. Et ce qu'on retrouve dans Je suis fasciné par ce type de travail, c'est vrai. En fait, je crois que la lumière est une matière plastique pour moi. Avant d'être une source d'éclairage, elle est d'abord matière. Elle est celle qui effectivement sculpte l'espace, lacère l'espace, le strie, l'ouvre ou le ferme. Et donc Antoine Travers, qui travaille sur mes créations, est-il un créateur lumière ou un plasticien de la lumière? Moi je pense qu'il est davantage plasticien de la lumière, comme l'artiste que vous avez cité et comme d'autres. Par exemple, un peintre qui me fascine est Marc Rothko, qui est du même ordre avec la couleur et la lumière et donne une plasticité, une organicité presque à la couleur et à la lumière. Voilà, c'est un peu l'idée de travailler là-dessus et ne plus seulement considérer la lumière comme source d'éclairage pur. La vidéo, par exemple, n'est pas un outil que j'utilise dans mon travail. C'est pas un outil que je trouve
je n'arrive pas à m'en saisir, je ne suis pas, comment dire... Heureusement. En tout cas, c'est devenu tellement courant. Et je n'ai pas, et c'est pas pour être différent, mais c'est vraiment que je n'ai pas réussi à me saisir de cet outil-là. Par contre, la question des projecteurs, de la lumière, vous savez, les projecteurs qui sont en place ici à l'Opéra de Paris et qu'on a utilisés pour Elio Gaballo, ce sont des projecteurs qui sont déjà là depuis 15 ans et qui sont utilisés de manière classique, je dirais traditionnelle, même si ce sont des projecteurs automatiques. Bien simplement, ils ont des potentiels, toutes ces machines qu'il faut développer. Ce que sait faire la musique, encore une fois, dans les grands concerts, on le voit, c'est pas pour poser une ambiance pop-rock, encore une fois, sur le plateau, mais bien pour aller jusqu'au bout du potentiel de ces machines et créer des espaces mouvants, j'espère aussi émouvants, avec la lumière. Quelles étaient vos références dans la scène du festin avec les hiboux qui envahissent la scène? Alors là, ça a été une vraie énigme, parce que nous sommes face à une énigme de mise en scène, c'est-à-dire il y a un banquet, des hiboux arrivent et voilà. Bon. Ce qui est super, la référence pour moi, ça a été vraiment le carnaval, c'est-à-dire que le carnaval et l'opéra baroque, puisque à la fin des deuxième actes, il y avait ce qu'on appelait le ballet des animaux. C'était une figure courante, hein. Donc du coup, je me suis dit très bien, il faut en fait que ces hiboux soient sur le plateau. Alors on aurait pu, parce qu'on aurait pu très bien dire qu'il y avait des hiboux là-haut, loin, et on ne les voyait pas. Non, il faut qu'on les mette et il faut qu'on travaille à ça. Donc c'est une espèce de banquet très grand guignolesque et le fameux ballet des hiboux qu'on a rajouté, parce que certes dans le texte il disait que des hiboux arrivaient, mais il n'y avait rien d'autre. Donc du coup on a rajouté cette partie musicale avec la coopération du chef d'orchestre pour créer ce ballet des animaux, cette danse des animaux, mais du coup ce sont des hiboux. Il y a comme ça dans la musique baroque toujours un rapport à l'animalité et au masque. Et là, pour le coup, Gareth Pugh aussi a été assez inspirant, puisque le costume du hibou, quand même, quelque chose de pas très simple à mettre en place, il a créé. Et il a eu cette très bonne idée d'une chose presque marionnettique, qui en fait, la tête des hiboux, et ça on ne le voit pas forcément, mais est sur la main des danseurs. Et le corps du hibou prend en fait le haut du corps comme ça. Donc il y a une étrangeté du mouvement qui crée aussi l'étrangeté de la situation. Et voilà comment c'est arrivé. Mais ça a été une longue... Il n'y a pas eu d'inspiration précise, mais il y a eu fouiller et puis jouer le jeu de ce ballet des animaux. Voilà. Donc en fait, votre spectacle, malgré l'apparence d'une simplicité, il est très sophistiqué. C'est une élégance très moderne. Et puis sur les moyens très modernes, un moyen artistique, je veux dire, très, très moderne. Il y avait une petite parenthèse qui m'a paru beaucoup plus académique dans votre spectacle, c'est la chorégraphie composée par Maud Le Planec. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces extraits? Parce qu'en fait, c'est durant les fêtes, tout le temps quand il y a l'empereur. Il est accompagné par les jeunes éphèbes ou par les jeux d'amour. Alors Maud Le Planec est une chorégraphe de ma génération avec qui j'avais très envie de travailler depuis longtemps. Nous étions beaucoup croisés depuis plusieurs années et elle avait travaillé sur un cavalier avec Guy Cassirs, Xerxes. Et donc elle avait mis en place dans ses chorégraphies une réinterrogation du langage baroque et de la gestuelle baroque. Et ça m'avait complètement intéressé, et donc avec grand plaisir elle a accepté ma proposition pour retravailler sur Cavalli, mais d'une autre manière. Parce qu'en fait la danse, hormis le ballet des hiboux, le ballet des serviteurs qui dressent le repas, et les gladiateurs à la toute fin, et enfin le ballet des femmes, le ballet dans le Sénat du jeu du cache-cache avec les femmes voilées, la chorégraphie. Donc ça, ce sont 4 moments qu'on peut dire chorégraphiques qu'on peut identifier, mais sinon Maud a travaillé aussi sur une chorégraphie par exemple assez fine sur les corps, la position des corps, de ces éphèbes qui accompagnent le Gaballo, du Cupidon qui est dans le temple, où en fait, moi je trouve que c'est assez fin et très élégant comme façon de chorégraphier, puisque ça n'est pas du tout ostentatoire. C'est qu'en fait, si on regarde le corps, il est dans une position, on l'oublie,
Mais finalement, il en change toujours, il est tout le temps en mouvement. Et ces mouvements presque imperceptibles qui sont créés, je crois, cette bizarrerie, cet érotisme aussi, sur le plateau, sans que ce soit évidemment trop facile, et puis qu'on met tout le monde tout nu, et puis qu'on est dans des gestes très suggérés. Voilà. Mais vous savez, en fait, ce sont des frontières très poreuses, parce que Leonardo Garcia Alarcón, le chef d'orchestre, a une direction qui est très théâtrale. La danse est très théâtrale aussi, théâtralisée, beaucoup moins figée dans ce qu'elle peut. Elle est beaucoup plus mixée. La lumière, elle est aussi à son endroit différent. Elle n'est pas là que pour éclairer, elle vient habiter la scénographie. Avec la scénographie et la lumière sont très mêlées. Les costumes, on en a parlé aussi. Donc, très sculptural. Très sculptural. Les costumes sont très. C'est ce que j'aime chez Gareth Pugh, c'est-à-dire que ce sont des lignes très franches, très épurées, très sculpturales, vous avez raison. Et qui donne du coup au mouvement, qui empêche le mouvement, mais qui crée aussi d'autres façons de se mouvoir. Le personnage de Lenia a vraiment été créé, Emiliano pourra vous en parler, a vraiment été créé grâce au costume aussi. Donc tout ça, en fait, au bout d'un moment, et c'est ça qui m'a plu dans ce spectacle, chorégraphie, lumière, scénographie, costume, jeu, musique, tout ça doit former un grand tout dont on... et pas une accumulation de discipline ou d'art. Voilà. C'était un peu l'idée. Alors, et le Galban, il était femme et homme en même temps. Ouais. Et c'est l'opéra pour les castrats à l'époque, parce que c'est le contre-ténor qui chante. Ce qui est très malin de la part de Cavalli, parce que non seulement il se travestit, mais en plus c'est un enfant. Normalement, il y a deux gamelles. Oui, mais pas à l'opéra. Disons que le personnage a vécu jusqu'à 17 ans, de toute façon. Donc comme il meurt à la fin de l'opéra, on peut imaginer que le personnage principal a entre 15 et 17 ans. Comment vous avez travaillé avec les chanteurs? Parce que vous aviez donc des magnifiques chanteurs. Oui. Normalement, vous entrez toujours dans le jeu parce que vous interprétez les rôles dans vos créations. Et ça, vous étiez à l'écart. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, donc vous avez raison. La première chose à dire, c'est que le cast, la distribution des chanteurs est absolument prodigieuse, ça vous avez raison. Et l'autre grande chance que j'ai eue, et je vous en ai parlé déjà, c'est Leonardo Garcia Alarcón, le chef qui aime le théâtre. Il aime tellement le théâtre que je lui ai proposé, ce pourquoi il était ravi, d'abord de lire le livret par des acteurs. Les chanteurs n'étaient pas encore arrivés. Et de cette lecture sont sortis du coup des enjeux, des forces, des émotions, des intensités qu'il a déjà retranscrit en musique. Et toute la période de répétition avec les chanteurs, ça s'est passé comme cela. Je leur ai dit, c'est de l'opéra, mais disons-le clairement, c'est du théâtre chanté, Cavalli d'autant plus. Donc on va faire du théâtre, on va jouer. Et j'ai passé 3 semaines à travailler sur les enjeux, les intensités, et comment j'ai travaillé. On a joué, c'est-à-dire je leur ai fait faire, je les ai dirigés vraiment comme des acteurs, avec le concours de Leonardo Garcia Alarcón qui du coup acceptait de retravailler dans la partition certaines choses pour faire grandir ensemble la question des enjeux, ce genre de choses. Et ils ont tout de suite accepté de jouer le jeu. C'est un opéra où on chante moins qu'on ne parle. Il y a plus de récitatifs que d'aria. Donc on est vraiment toujours dans des dialogues à 2 ou 3, et donc c'est moins un opéra performatif qu'au contraire un opéra, je dirais, intérieur, quoi, où il faut trouver à l'intérieur de soi les moteurs, les enjeux, les énergies, etc. Donc ça a été vraiment comme un travail d'acteur, et là-dessus je dois dire que le cast a été, non seulement à jouer le jeu, mais en plus avec tant de talent que j'en suis absolument ravi. Donc il avait Franco Fagioli, le contre-ténor célèbre d'Argentine. Et il avait un autre rôle de Giuliano. Oui, Valère Savadus. C'est aussi contre-ténor. Un autre contre-ténor. Donc il avait toujours ce moment homme-femme. Ouais. Et Lenia, qui est jouée par un homme, Emiliano Toro. Ténor, oui. Donc toute la question du genre, elle est troublée évidemment. Alors effectivement, on a 2 contre-ténors, l'un qui joue l'empereur qui se transforme en femme, l'autre qui joue le chef de l'armée, et pourtant ils ont le même type de voix. Ça a été
Honnêtement, c'est vraiment, je crois, une très très belle distribution. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai faite, alors je peux le dire. Moi, en tant que metteur en scène, je n'ai pas eu le choix de la distribution, mais je dois dire que ce cast, j'ai l'impression que ce sont les bons chanteurs aux bons endroits, dans les bons rôles, au bon moment. Voilà. Je pense que dans votre spectacle, dans votre mise en scène d'Elio Gabal, vous soulignez plutôt le côté un peu donjuanesque, disons, de ce personnage. Pas seulement, on ne voyait pas qu'elle était bisexuelle, on voit quand même plus son attirance vers les femmes, en tout cas c'est dans le livret qui est comme ça. Et à la fin, vous savez, on pense que bon, c'est vrai, il avait des dessins cruels, mais d'une violence, mais en même temps, il n'y avait rien d'extraordinaire, ce qu'on ne faisait pas à la cour au XVIIe. Si c'est en Italie, en France ou partout en Europe. Donc on n'est pas dans cette exubérance et dans ce faste oriental qui était lié avec la figure d'Elio Gabal. Je pense que c'est vraiment la rencontre, le choc d'une culture très fermée et très instituée avec une fantaisie, avec une innocence, avec une autre façon de concevoir la sexualité, la religion, le monde, la place de la femme. Donc c'est pas un monstre. Disons que je pense que la légende qui entoure Elio Gabal est une légende qui l'a rendu plus monstre qu'il n'est. Mais il faut faire attention parce que dans cet opéra, par exemple, il est hors de question qu'on pense qu'on revient à un ordre moral. C'est bon, l'homosexuel est mort, etc. Non, non, non. Je pense que ce que pose comme question ce personnage, c'est la question de l'étrangeté, de l'étranger, de l'étrange, de l'autre, donc du vivre ensemble. Les questions de... Il avait par exemple, Elio Gabal, créé un temple, le temple du soleil, où il voulait que toutes les religions fusionnent autour du culte du soleil. Ce qui est plutôt une idée comment dire, non pas de division, mais voilà, une chose de se rapprocher, d'unir la religion dans un seul et même culte, qui est le soleil, où a priori tout le monde, voilà. Et c'était une autre, très moderne, une autre façon de concevoir beaucoup la religion, la sexualité, la politique, enfin voilà. Et ça a dérangé, ça a bousculé. Donc c'est à cet endroit-là un vrai sujet baroque, un vrai sujet de carnaval et un vrai sujet actuel, clairement. Et au fait, ce sont une histoire d'amour superbe, parce que ce qui est au centre, c'est quand même les deux duos amoureux qui sortent d'une manière absolument magnifique, et c'est très beau. On dirait que c'est un opéra où il y a l'histoire d'amour. Alors, oui, et en même temps, ces amours passent... Parce que par exemple, il y a une vraie question intéressante dans cet opéra, c'est que les hommes jamais n'agissent contre Elio Gabal. Ce sont les femmes qui en fait vont se confronter à lui. Et pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est le poids de la loi, de la politique qui empêche les hommes qui sont les Césars ou le chef de l'armée, etc., de faire outrage à l'empereur. Mais jusqu'à quel point ? C'est-à-dire que même les femmes, à un moment donné, mais je suis ta propre femme, il veut me violer, il cherche à me séduire et à s'emparer de moi, et tu ne fais rien. Et les hommes sont inertes. Ce sont les femmes qui prennent entre guillemets, les armes pour se sortir de cette impasse dans laquelle elles sont. Donc du coup, ça pose aussi une vraie question. Alors oui, ce sont des couples qui s'aiment. Je crois que les vrais héros sont Giuliano et Eritea, qui sont les vrais amoureux, victimes de l'empereur. Mais je pense que Alessandro et Genira, c'est un couple plus complexe. C'est un peu comme chez Marivaux, c'est-à-dire oui, ils finissent ensemble, mais à quel prix ? C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, à mon avis, a sali leur couple. Et d'ailleurs, si on est attentif, c'est ce qu'on voit dans la mise en scène. Et même mort, Elio Gabal repose la question de la justice. Qu'est-ce qui est juste ? Et donc c'est vraiment un personnage qui vient à tout réinterroger tout le temps. C'est ça en fait sa raison d'être presque. La raison d'être de son règne, et qui nous renseigne encore aujourd'hui, c'est que, on le voit sur tout un tas de débats,
ça n'est ni noir ni blanc, ni juste ni injuste, c'est plus complexe et ça doit se trouver, ça doit se démêler. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous apporte l'expérience de l'opéra? La première chose qui me vient, c'est que pour faire un si grand spectacle, il faut énormément de monde au travail autour et la question de la coordination. Ça, c'est une chose qui m'a été permise ici parce que l'opéra le permet, le théâtre moins. Et ça a été un grand apprentissage. Je ne dis pas forcément facile, parce qu'il y a eu aussi des découvertes. Hein. J'ai appris à faire un opéra. Et aujourd'hui, j'en ai un deuxième qui arrive bientôt, au mois de janvier et février, là, au Fantasio, au Théâtre du Châtelet. Donc ça va déjà, voilà, je vais pouvoir progresser à cet endroit-là. Et puis ce que ça m'a apporté, c'est la question de la musique, c'est-à-dire que la musique en live, la musique jouée avec les chanteurs, dans l'interprétation, c'est comme un miracle en fait, un opéra, de pouvoir avoir vocalement des choses si puissantes, avec une musique si puissante dans le même espace. Voilà. Ça, c'est un plaisir qui ne se retrouve qu'ici. Et donc c'est avec grand plaisir que non seulement j'ai traversé cette aventure, mais que j'attends avec impatience la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.